Bien, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir au Collège de France pour ce colloque. Les conditions ne sont pas optimales parce que c'est le moment de l'année. Le grand amphithéâtre Marguerite de Navarre n'était pas disponible, donc nous sommes dans l'amphi Alvax, riche d'une mémoire historique aussi. Je suis très heureux de me retrouver d'un certain côté, moi égoïstement, dans cet amphi où j'avais commencé mes enseignements. Mais je conçois que pour certains, les places sont limitées. J'en suis désolé. La raison pour laquelle ce colloque a été organisé à ce moment de l'année plutôt qu'à la période habituelle du printemps, c'est qu'il doit déboucher sur une publication cet automne aux éditions de l'Atelier, qui prendra la forme d'un ouvrage collectif sur le travail au XXIe siècle, qui sera aussi un livre du centenaire de l'Organisation internationale du travail, puisque nous célébrons, je ne sais pas qui est ce « nous » à vrai dire, mais l'Organisation internationale du travail célèbre son centenaire, puisqu'elle a été créée, comme vous le savez, en 1919 par un chapitre du traité de Versailles, et qu'elle reposait sur un constat qui est une des rares choses dont les juristes peuvent être à peu près sûrs. Je me tourne vers mes amis anthropologues et mathématiciens. C'est que si on laisse prospérer l'injustice, on a la violence, et que cette violence n'est pas une violence romantique et rationnelle. Elle peut se déchaîner et être captée par toutes les forces politiques possibles. Et cette sentence qui ouvre le préambule de l'Organisation internationale du travail a été répétée à l'issue de la seconde grande expérience de massacre sur une échelle industrielle, parce que c'est une des nouveautés du XXe siècle d'avoir des moyens industriels de destruction de ses semblables, dans la déclaration de Philadelphie. Et il y a des raisons de penser que cette observation, qui d'ailleurs est ancienne, on trouve chez Platon, on trouve chez Bacon, qui non seulement donne le jour aux sciences expérimentales, mais qui était un grand juriste et qui, dans un petit chapitre de ses essais consacrés aux troubles et aux séditions, il ne parlait pas de gilets jaunes, Bacon, dit « L'argent est comme la merde, si on la laisse s'accumuler, c'est une nuisance, il faut veiller à la répandre pour qu'elle soit un argent fertilisant. » Donc c'était un vieux savoir des juristes, et évidemment, si on est surpris après de voir les violences surgir, c'est qu'on n'a pas retenu la leçon de Bossuet selon laquelle Dieu se rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Alors, aujourd'hui, il y a des raisons de penser que ce qui a été la mission de l'Organisation internationale du travail en 1919, puis réitérée en 1944, à une époque où elle était la seule organisation spécialisée ayant une mission dans le domaine économique et social. La situation a beaucoup changé depuis, nous y reviendrons évidemment dans nos travaux, que cette mission n'a rien perdu de son actualité et que aujourd'hui, comme hier, nous aurions grand besoin de règles du jeu au plan international comme au plan national qui assurent justement les conditions de la justice sociale, ou disons de moins d'injustice sociale. Cette mission est donc essentiellement une mission normative, c'est une mission d'ordre juridique et institutionnel, et c'est difficile de le faire entendre aujourd'hui parce que le droit et les institutions sont aujourd'hui considérés comme des outils au service des calculs d'utilité économique, et parce que aussi ce qui domine, c'est l'idée que le monde est gérable. Et dans cette perspective de gestion, il n'y a guère de place pour la figure du tiers impartial. On la voit reculer à peu près partout. Et aussi au plan des relations internationales, puisque l'ensemble du système multilatéral est enfoncé dans une crise profonde. Les organisations mêmes qui semblaient avoir plus de vigueur juridique que l'OIT, comme l'Organisation mondiale du commerce, se trouvent aujourd'hui plongées également dans une crise. Mais, comme vous le savez tous, les crises sont autant de facteurs d'opportunité.
Alors, l'objet de ce colloque, c'est de dire comment ce problème toujours actuel, cette mission toujours actuelle de quelles règles du jeu pour l'organisation du travail à l'échelle de la planète, comment aborder cette question en tenant compte de ce qu'il y a de nouveau, de ce qui est de neuf, qui n'existait ni en 19, ni en 44-45. Et au fond, c'est tout l'objet de nos 2 journées de débat que de réfléchir à cette question. Et ce qui apparaît comme nouveau, fondamentalement, c'est 3 choses. La première, et nous allons commencer par là, je ne suis pas sûr que ce soit la plus importante ni la plus inquiétante, mais enfin, on ne va pas faire une hiérarchisation. C'est une rupture technologique. Nous vivons une révolution technique, à l'évidence, de grande ampleur, alors qu'on peut appeler informatique, qu'on peut appeler numérique. J'ai eu des débats avec notre ami Gérard Berry là-dessus. À un moment, je disais numérique, il me reprenait en me disant non, il faut dire informatique. Après, je me suis mis à mettre informatique, il m'a dit non, finalement, c'est numérique. Donc, peut-être on éclaircira le point ce matin. Ce qui est clair, c'est que nous avons une rupture très profonde du point de vue technique. Et il faut se souvenir alors d'une observation qu'a faite dans ces murs même le grand anthropologue Leroi-Gourhan, qui dit qu'au fond, l'être humain, sa carcasse ne change pas à l'échelle historique. À la différence, donc c'est pas ça qui est pertinent lorsqu'on veut comprendre les mutations qui affectent l'espèce, mais il dit chaque grand changement technique est l'équivalent d'une mutation biologique pour les autres espèces, et elle exige un changement des institutions. Donc il fait cette remarque, et si on prend l'histoire du droit, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a eu à chaque grande rupture technique un changement dans les institutions, pas seulement les institutions qui regardent le travail, mais plus généralement dans la façon de penser, la façon de gouverner les êtres humains, avec souvent la projection sur l'être humain de la représentation de l'outil que l'on utilisait le plus facilement. L'esclavage, on a la force animale, donc on va traiter des hommes comme des animaux, comme des choses laborieuses. Bon. La révolution taylorienne, on avait ces grosses machines obéissant mécaniquement aux lois de la physique, alors on va considérer le travailleur lui-même comme un mécanisme obéissant mécaniquement aux impulsions qu'il reçoit. Aujourd'hui, donc à chaque fois, il y a eu un changement de l'imaginaire du gouvernement des hommes, et aujourd'hui, avec la révolution numérique ou informatique, comme vous voulez, cet imaginaire, c'est celui de la gouvernance par les nombres, donc des êtres humains devenus programmables à base de forces indicateurs chiffrés. Et dans ce schéma, dont l'Union soviétique a été une sorte de première tentative, qui a plus ou moins foiré, je ne sais pas ce que ça aurait donné si les soviétiques avaient eu des machines puissantes pour les machines que nous avons pour faire le Gosplan. Enfin, leur ambition, c'était de remplacer le règne de la loi par un calcul d'utilité collective. Et c'est un point qui rapproche de ce qui est le régime actuel, ou si vous prenez quelque chose comme les objectifs du développement durable, tels qu'ils ont été déclinés par l'Organisation des Nations Unies, on ne parle plus en termes de règles du jeu communes, mais en termes d'objectifs communs, avec des batteries d'indicateurs, enfin des montagnes d'indicateurs, et avec l'idée qu'on va pouvoir gérer le monde entier comme une entreprise. Alors, cette rupture est indiscutable, sa portée, elle, est problématique, puisqu'on entend dire à peu près tout et son contraire sur ses effets, notamment ses effets sur l'emploi. Donc ça sera l'objet de toute notre matinée, c'est cette première rupture qui est d'ordre technique. La seconde, elle est d'ordre écologique, elle concerne le rapport à l'écoumène, aussi bien en 19 qu'en 44-45, l'idée des limites des ressources de la planète n'était pas présente à l'esprit des auteurs des grands textes, notamment des grands textes refondateurs de la fin de la Seconde Guerre mondiale.
on avait l'idée au fond, de ressources inépuisables. Et c'est un trait qui est ancré dans le capitalisme, puisque ce qui le distingue, au fond, et là je suis une remarque essentielle que fait Karl Polanyi, ce qui caractérise le capitalisme, c'est de traiter la terre, la monnaie et le travail humain comme des produits, alors que ce ne sont pas des produits, ce sont des conditions de la production. Donc, ça veut dire qu'il repose sur un ensemble de fictions juridiques, et ces fictions, la fiction juridique n'est pas une fiction romanesque. La fiction romanesque, on peut tout imaginer, qu'on est le père de son père, tout est possible. Toutes les nuits, d'ailleurs, les lions sont lâchés dans l'esprit de chacun de nous. Mais la fiction juridique, c'est une technique qui qui doit être suffisamment ancrée dans le réel pour être soutenable sur la longue durée. Et pour traiter, par exemple, le travail comme une marchandise, ce qui est indispensable pour penser en termes de marché du travail, et ensuite de dire qu'on va réformer le marché du travail, puisqu'on ne parle même plus de réformer le droit du travail, aujourd'hui c'est le marché qu'on prétend réformer, tout ça repose sur la fiction que le travail serait une marchandise. Ce qui est une fiction juridique qui n'est soutenable que si le droit prend par ailleurs en charge le temps long de la vie humaine et de la reproduction de la vie humaine, qui n'est évidemment totalement absente de l'acte d'échange quantitatif à l'œuvre dans la théorisation du contrat de travail. Il en va de même du droit de l'environnement, qui permet de soutenir la fiction que les ressources de la nature sont des produits. Or, vous le savez, nous sommes face maintenant, de façon très visible, aux limites des ressources de la planète. L'empreinte écologique excède ces ressources. Le jour, il y a un nom comme ça, oui, le jour du dépassement, oui, c'est ça, le dépassement. Est aujourd'hui au 1er août, alors qu'en 70, il était fin décembre. Donc, il y a et en dépit de toutes les tentatives, déclarations, mobilisations générales, on a l'impression que cet épuisement dans notre rapport au monde qui nous porte est inéluctable. Et en tout cas, il pose une question directement sur le travail, puisque penser le travail, c'est penser l'emprise humaine sur son écoumène. C'est-à-dire à partir du moment où on rompt avec la dichotomie héritée des juristes et que les scientifiques ont repris autant qu'ils le pouvaient entre le sujet, l'objet, l'esprit et la matière, et que l'on pense la présence de l'être humain sur la planète comme participant à un milieu, à un écoumène, enfin ça, je vous renvoie aux travaux d'Augustin Berck sur ces sujets. À partir du moment où on pense en termes de milieu vital, il est clair que la façon d'organiser, de penser le travail est indissociable de cette empreinte écologique humaine sur le travail, de la façon dont il façonne un milieu qui doit rester humainement vivable, et c'est ça qu'on appelle un monde, mundus. Un monde, c'est une planète humainement vivable. Et c'est pour ça que je tiens à la distinction entre mondialisation et globalisation. Et ça m'introduit presque à la troisième dimension, parce que si on pense le monde dans la diversité de ses configurations géographiques, historiques, culturelles et humaines, on ne le voit pas comme sur le mode de la catalaxie hayekienne du marché total, qui serait sous l'égide duquel pourraient être organisées toutes les relations humaines, mais au contraire, sous un mode très connu, là aussi de toute une tradition juridique, qui est celle de Montesquieu, pour employer un terme de Souleymane Mourad à propos de l'islam, on le voit comme une mosaïque de cultures, d'histoires, de conditions naturelles différentes. Et le problème, c'est de penser cette mosaïque et de ne pas se laisser enfermer dans une opposition entre soit un monde uniforme, placé sous l'égide d'une vision uniforme du point de vue technique et culturel, soit au contraire sous la forme de repliements nationaux, ethniques, religieux, indifférents les uns aux autres, qui méconnaissent le degré d'interdépendance objective qui n'a jamais été aussi grand entre les différentes populations qui peuplent la planète. Alors, c'est la raison pour laquelle nous allons, parce que je ne veux pas que je sois plus long, ça vous éclaire peut-être l'organisation de nos travaux. Aujourd'hui, nous allons prendre cette question du travail au XXIe siècle sous l'angle de problème, le problème technique, le problème écologique
Et enfin, le problème institutionnel, dont nous parlerons en fin d'après-midi, qui est celui de cette crise de l'organisation multilatérale. Et demain, nous l'envisagerons plutôt sous l'angle de la diversité des points de vue et des cultures, rompant avec ce qui a été pendant très longtemps une attitude qui continue d'être, disons, la tonalité dominante, c'est de penser que les lumières sont au nord et l'obscurité au sud, et que, inévitablement, les lumières vont se répandre sur l'ensemble de la planète. La démarche que nous allons suivre est tout à fait différente. C'est que nous sommes tous dans la pénombre, et échanger nos vues de ces pénombres, c'est ce qui peut nous donner une petite chance de parvenir à des lumières communes. Alors, on commence ce matin par la Révolution. Alors, j'ai mis numérique, finalement, j'ai tiré au sort, en fait. Mais je compte sur toi, Stéphane, pour nous dire exactement. Donc, on va y consacrer toute la matinée, et en 2 temps, entre lesquels il y aura une pause pour souffler un peu. D'abord, on va faire un petit tour de table où chacun des collègues qui ont accepté de venir pourra nous donner son point de vue. Et ensuite, on aura une discussion générale. On va faire une vraie table ronde. Alors, avant de commencer cette séquence, je tiens à remercier brièvement, malgré tout, les personnes et les institutions sans lesquelles ce colloque n'aurait pas pu se tenir. Bien sûr, tous les participants qui sont venus parfois de très loin. Vous aurez pu remarquer sur l'affiche qu'ont beaucoup été mobilisés les réseaux constitués par l'Institut d'études avancées de Nantes, qui a justement pour politique depuis 10 ans d'être une sorte de plateforme de rencontre d'intellectuels de tous les continents. Et je les remercie d'être venus. J'espère qu'ils ont eu le temps de récupérer depuis l'avion, depuis Pékin ou les différents points du monde d'où ils sont venus. Il faut aussi remercier les institutions qui ont aidé à l'organisation de ce colloque. Je pense à l'Organisation internationale du travail et à sa représentation en France, M. Cyril Côme, qui nous fait l'amitié d'être présent aujourd'hui, à la Fondation du Collège de France, qui a aussi aidé à l'organisation, et enfin aux éditions de l'Atelier, dont le directeur est présent, M. Stéphane, ici, qui va publier donc cet automne ce livre du centenaire. Donc on va commencer. Je serai obligé, mon rôle va être évidemment très désagréable, d'être très très rigoureux sur le temps de parole, parce qu'on a beaucoup d'intervenants. Donc je demande à tout le monde d'être discipliné, et si vous ne l'êtes pas, je recourrai à des méthodes connues de moi seul, mais qui sont extrêmement efficaces.